faut que tu regardes là pour le carton jaune et le carton rouge. Et moi, je serai là quand même. Alors, si vous voulez bien, on va poursuivre. La personne qui va vous présenter la conférence maintenant, c'est Guillaume Dupont de JAL Astronomie. Il va vous parler de la mécanique céleste, les différentes représentations du système solaire au cours de l'histoire. Merci pour cette introduction, bonjour à tous. Donc j'ai un passif terrible de parler trop vite et de dépasser le temps, donc j'ai essayé de m'améliorer. Cette planche est peut-être la plus importante en fait, c'est la planche des remerciements. Je remercie vraiment les organisateurs des RTA, l'Estia pour l'accueil, évidemment j'ai l'astronomie pour m'avoir transmis l'invitation. J'ai dit à Satur que ma participation au RTA avait changé ma vie et c'est tout à fait vrai. Donc on va, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle. Oui, il y a une chercheuse aussi, je la vois. Levez la main les étudiants. D'accord. Ok. Donc on va commencer par faire un peu de mathématiques. On va poser quelques bases mathématiques pour comprendre pourquoi les différents systèmes solaires ont été représentés de telle ou telle façon. On va faire un peu de mécanique céleste avec, j'espère, une expérience interactive. J'espère que j'aurai le temps de la faire. Je mets même un chronomètre à 10 minutes. Normalement, vous devriez entendre un coq qui hurle. Et puis, on terminera par justement les différentes représentations du système solaire. Donc, les étudiants, vous savez bien ce que c'est qu'une conique. C'est l'intersection d'un cône avec un plan. Donc, vous voyez, en fonction de l'inclinaison du plan, on a différentes formes. Le cercle, l'ellipse, la parabole et l'hyperbole qu'on retrouve, l'hyperboloïde de révolution, sur les tours de refroidissement des centrales nucléaires. Et vous voyez en bas à gauche, au milieu, en fait, ces coniques ont été étudiées par un grec qui s'appelle Apollonius de Perge. Donc voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur deux coniques. La première, le cercle. Donc le cercle, ce que je veux rappeler, c'est que c'est une forme qui a une symbolique extrêmement forte. Donc j'ai mis volontairement le Seigneur des Anneaux. Puis dans la nature, toutes les formes la majorité des formes sont des cercles. Et donc, c'est une forme parfaite. Et le fait que ce soit une forme parfaite va influer énormément sur la façon dont les astronomes vont penser le système solaire. L'ellipse. Bon, l'ellipse, on ne va pas faire un cours de mathématiques, encore que des étudiants pourraient bosser. Je reviens à l'étymologie qui veut dire manque, défaut, insuffisance. Donc là, on a une forme qu'on explique très facilement en coupant le cône, mais néanmoins, on sent qu'elle n'est pas parfaite. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant. Alors ensuite, une notion qui est fondamentale aussi dans tout ce qu'on va voir, c'est la notion de changement de repère. Donc, là aussi, les étudiants, tout le monde sait ce que c'est qu'un changement de repère. En gros, si je prends la personne qui est tout à fait au fond et que je commence ma numérotation ici, je vais dire, ben voilà, il est sur le 1, 2, 3, 4e siège, il est au 10e rang. Si au contraire, je commence à compter à partir du rang là-haut, cette personne est en 1, 1, et moi, je suis en 10, 4. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est juste, entre guillemets, un changement d'origine de coordonnées, mais que le système lui-même est inchangé. Donc on passe d'un repère à un autre. En fait, on a le même système. Donc on va donner un exemple. C'est nous, quand on regarde le soleil qui se lève et qui se couche. On a donc un changement de repère. En fait, vous savez bien que c'est le soleil, la Terre qui tourne autour du soleil, ça va mal. Et nous, quand on regarde le soleil se lever, on fait un changement de repère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans le cas du cercle, ça donne un cercle. Donc ça, tout va bien. Alors, une notion qu'on va voir aussi dans nos systèmes solaires, c'est les épicycles et démirants. Donc en fait, l'épicycle, c'est un cercle que vous voyez à gauche, là ici, voilà, dont le centre se déplace sur le cercle du milieu qui est le déférent. Ce cercle, il tourne en fait sur lui-même et ça donne les espèces de courbes là qu'on voit, les cardoïdes qu'on voit en haut. Voilà. Et donc ce système-là, voilà, je déflore, en fait, ça a été inventé par les astronomes pour recréer certains mouvements des planètes qu'on n'arrivait pas
et vous verrez pourquoi, qu'on n'arrivait pas à recréer avec un simple système. Donc voilà le truc. Encore plus fort, c'était pas assez compliqué, on a ajouté la notion d'équant. Je vous la fais courte, on déplace en fait le centre autour duquel tourne l'épicycle. Et donc on va avoir, les étudiants qui ont encore un cerveau vont comprendre, la vitesse de rotation de ce cercle est constante par rapport à l'équant, elle ne l'est plus par rapport au centre du cercle. Deuxième remarque, là dans le cas de cette représentation-là, mais je vais y venir, la Terre n'est plus au centre, mais je vais y venir. Donc là, les étudiants, vous reconnaissez une équation complexe générique, une transformée de Fourier complexe, hein, vous reconnaissez bien ça, voilà enfin à quoi ça sert. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on multiplie et on imbrique les épicycles, en fait, on peut modéliser toutes les trajectoires au prix d'une complexité complexe, mais avec les moyens informatiques modernes, on arrive à faire des choses de folie. Par exemple, on peut dessiner Homer Simpson simplement en imbriquant les épicycles et les déférents. Voilà. Alors, je vais vous faire aussi un petit cours de cinématique rapide. La cinématique, c'est l'étude des mouvements indépendamment des causes. Et là, vous reconnaissez brillamment l'équation du mouvement rectiligne uniforme. C'est la position en fonction de l'accélération, de la vitesse initiale, de la position initiale et du temps. Peu importe sur l'équation, peu importe. Et là, j'ai mis l'équation du mouvement circulaire uniforme avec une accélération centripète. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir vers moi? Donc, un mouvement circulaire et une accélération centripète. Viens, s'il te plaît. Alors, la première expérience, tourne vers moi. Voilà, tends tes bras en avant. Tu es d'accord? Je te tire vers moi. Ok. Maintenant, tu vas reculer. Et tu vas avancer droit devant toi, s'il te plaît. Jusqu'au mur. En tendant les bras. Parfait. Recule. Recule. Encore. Voilà. Et maintenant, tu avances. Tu te mets ta main comme ça, tu avances. Et vous voyez ce qu'il va faire? Il va tourner. Et c'est moi qui le tire. Donc c'est la brillante démonstration, je t'en remercie, magnifique, vous pouvez l'applaudir. C'est la brillante démonstration, je suis extrêmement modeste, une brillante démonstration que la rotation est la composition d'un mouvement rectiligne uniforme et d'une accélération centripète. L'accélération n'est pas centrifuge, c'est parce que simplement quand on change de repère dans une bagnole, on est projeté contre la portière, mais les gouttes de salade, en fait, elles ne partent pas vers l'extérieur, elles partent de manière tangentielle, les gouttes d'eau dans la salade qu'on essore. Bon, voilà, vous êtes des experts en cinématique. Extrêmement amusant, c'est la relation entre la cinématique et la physique. Je la fais courte. L'idée, c'est dans la cinématique, on a vu une notion tout à l'heure qui était l'accélération A. Et comment on la calcule? Eh bien, on la calcule grâce aux physiciens. Et monsieur Newton, il a dit, ça fait 9,81 mètres par seconde au carré. Génial, on a l'accélération, on a la formule, on est sauvé. By the way, vous remarquerez dans la planche d'avant que j'ai dit A égale V2 sur R. Donc quand on a l'accélération, on a la vitesse, on a le rayon. Quand on a l'accélération et le rayon, on a la vitesse. Qu'est-ce qui a été dit hier? C'est qu'aujourd'hui, les vitesses de rotation des galaxies ne correspondent pas à cette équation. Donc voilà un champ d'application. Voilà, bon là c'est une digression, je ne sais pas si j'ai le temps. C'est un référentiel galiléen, en fait les vitesses s'additionnent. Mais non, en fait, elles ne s'additionnent pas. Pour les étudiants, vous voyez la formule en bas, c'est une transformée de Lorentz. En fait, le temps n'est plus le même, en fait, entre les deux référentiels. Il n'est plus le même. Bon, alors, quand la vitesse est très faible par rapport à la lumière, le facteur, en fait, gamma vaut 1, et donc ici, on retrouve T' fois 1 fois T, T. Voilà, petite digression, ça, je la laisse. Bon, effectivement, Galilée a dit qu'on avait besoin des mathématiques pour décrire l'univers, mais Eugène Wigner a dit réflexion sur la déraisonnable efficacité des mathématiques, c'est-à-dire que on nous a donné en fait ce langage parfait pour décrire. La parabole, c'est vraiment la parabole, c'est pas autre chose, c'est une parabole. Et ici, je crois de mémoire, je me souviens plus, je crois que j'ai mis l'équation de Dirac qui prédit l'antimatière. Et en fait, tout le monde s'est fichu de sa figure. Pour rester poli, quand il a décrit ça, avec une équation mathématique, on lui dit « Ah, ton équation, c'est trop drôle !» Et en fait, il a dit « Cette équation est plus intelligente que moi. » Voilà. Alors maintenant, on va faire un peu de mécanique céleste. Donc la Terre tourne autour du Soleil, ça d'accord, elle tourne en fait en faisant une ellipse dont l'un des foyers est un Soleil. Donc je vous donne déjà la solution et on verra après pourquoi les différents systèmes solaires, représentation avaient des failles.
Là, c'est un dessin d'artiste, c'est moi. Les deux, les deux foyers sont en fait très 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 rapprochés. Hein. C'est une ellipse, mais voilà, elle est très très compressée. Alors le système solaire, donc toutes les planètes tournent autour du Soleil en suivant des ellipses. Les trajectoires obéissent aux trois lois de Kepler, hein, qu'on verra un petit peu plus loin. Ellipse, loi des airs et loi des périodes, je vais les expliquer un peu. En réalité, c'est pas tout à fait ça. En fait, elles ont été améliorées au 19e et 20e siècle par Laplace et Lagrange. Donc j'ai potassé un bouquin de l'IMCCE qui fait 300 pages là-dessus. J'ai pas tout lu, mais dire que c'est uniquement les équations de Kepler, c'est quand même pas tout à fait exact. Donc, comme je suis, il y a des scientifiques dans l'assistance, il faut faire un petit peu attention à ce que je dis. Donc, les tournées de période variable. Alors, ça, c'est amusant. Je le ferai après si on a le temps. En fait, maintenant, on va se placer sur la Terre. Et on va voir ce que ça donne. Et le problème, c'est qu'on trouve des choses tout à fait bizarres. Notamment, la rétrogradation de Mars. Pour information, la période du moment où il y avait une rétrogradation, je l'ai trouvée sur un site d'astrologie. C'est vous dire comme quoi les grands médias s'intéressent peu à ça. Donc là, c'est une simulation. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je ne sais pas si vous voyez en fait correctement, mais là, c'est une simulation faite sur Stellarium et on voit. Voilà, je vais accélérer. On voit en fait la rétrogradation de Mars sur Stellarium. Donc là, problème. Alors là, mes étudiants, vous avez 4 heures. En fait, changement de repère d'une ellipse quand on est sur un pot d'une ellipse, ça donne une équation quand même qui est niveau bac plus, enfin, études supérieures. Hein. En terminale, on n'a pas les moyens pour faire ça. On le voit en études supérieures. C'est rien d'infernal, hein. Rien d'infernal. Mais bon. Les études de signes deviennent faciles, on retrouve un résultat connu, enfin bon, bref, 4 heures, c'est quand même beaucoup. Bon, oui, alors autre problème, comme c'est une ellipse, en fait, le diamètre apparent n'est pas le même, donc autre problème. Bon, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que, vu de la Terre, le système est très compliqué à modéliser, en réalité. Quand on veut être précis, et hier, il y a quelqu'un, je ne sais plus, bon sang, qui a dit que comme les planètes se déplacent dans le vide, la mécanique céleste, c'est parfait. Et ça m'a éclairé, mais effectivement, quand on calcule la période d'une planète, avec les équations qui vont bien, ça doit être parfait. Voilà. C'est 6 sigma, 5, voilà. Vous savez bien qu'il y a quand même une imprécision, mais quand même. Et on va mettre en fait 15 siècles à trouver la solution. Et voilà, donc la suite. Donc là, je passe. Voilà, alors ça, c'est moi qui l'ai fait, je suis très fier. Donc ça, c'est une timeline, une frise chronologique sur les représentations du système solaire. Alors, évidemment, c'est très 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 résumé. On voit en fait qu'on avait quand même déjà pas mal de choses avec l'astronomie mésopotamienne et égyptienne, et qui étaient plutôt je vais y revenir très rapidement, une astronomie qui était plutôt basée sur les observations et basée sur le calcul de certaines périodes, mais pas la représentation du système. Ptolémée arrive, là je vais passer un peu de temps dessus, sur une représentation qui est, comme je l'ai écrit en bas, un modèle mathématique précis, et il va se passer 15 siècles pour qu'on trouve enfin les bonnes solutions. 15 siècles. Voilà, alors entre-temps, heureusement, il y avait quand même l'astronomie médiévale et arabe qui a fait des choses très intéressantes sur l'astronomie, mais il faut savoir que l'Almageste, le bouquin de Ptolémée, nous est parvenu au travers des Arabes. On l'avait complètement oublié. Donc voilà, et je vais faire un zoom sur ça avec Newton et Bradley si j'ai du temps, mais on va voir un peu Ptolémée, Copernic et Kepler. Bon, donc je vais très vite. D'après ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une conception du système solaire comme la Terre est plate et au centre de l'univers. Donc voilà, j'ai dit ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont écrit des tables. Ils ont fait des mesures qui vont permettre aux astronomes grecs de vérifier leurs mesures. Aristote, loin d'être idiot, Aristote, la Terre est immobile au centre de l'univers et ce sont des espèces de sphères imbriquées. Et c'est loin d'être idiot. Hein. Sur YouTube, parfois, je vois des vidéos dans lesquelles on se moque d'Aristote. C'est loin d'être idiot. Donc,
évidemment, on en revient à une de mes premières planches, c'est un mouvement circulaire uniforme. Le cercle. Hein. Voilà. Difficile de sortir de ça. Alors, la science helléniste, vraiment, c'est des sciences. Hein. Donc, il y a Ératosthène qui mesure le rayon terrestre, Aristarque qui mesure la distance Terre-Lune, Apollonius de Perge, j'en ai parlé sur les ellipses, et puis j'ai cité aussi Hypatie d'Alexandrie, qui est une astronome qui a fait énormément dont on a beaucoup de traces dans la science astronomique. Je rebondis sur votre remarque. Voilà, les femmes ont eu un apport considérable en fait dans l'astronomie. Ptolémée. Bon, Ptolémée, donc là, c'est la première représentation scientifique des systèmes solaires. Je passe sur donc il s'est appuyé sur les travaux des Grecs et il a écrit un bouquin qui s'appelle l'Almageste. Voilà la table des matières de l'Almageste. Donc on est quand même loin d'avoir dans la tête quelque chose qui est, un système solaire géocentrique, tout simple, pas du tout. C'est un grand scientifique. Pour information, je me suis amusé à regarder le système de numération qu'il utilisait. Ils n'ont pas le zéro, pas encore le zéro. Moi, je suis en admiration parce qu'on a des outils mathématiques maintenant on a le zéro, on a des outils mathématiques qui sont très puissants, eux ne les avaient pas. Bon, donc chapeau. Alors, le système de Ptolémée. Il est géocentrique et la Terre est immobile, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Donc on est quand même loin de l'arrêté du système solaire. Cela dit, il colle même pas assez bien, ma phrase est fausse, elle colle très bien aux observations, mais pas parfaitement. Les phases de Vénus, les positions exactes du Soleil et de la Lune, bref, c'est pas parfait. Et en plus, nous, les physiciens et même les mathématiciens, vous voyez, le schéma, il est horriblement compliqué. Je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est pas du tout un système géocentrique, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le système de Ptolémée, il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'imprécisions dans la mesure des planètes, il s'est rendu compte de la rétrogradation de Mars, donc il a introduit, je ne vais pas y passer des heures, mais vous voyez le système, il introduit en fait des épicycles, des déférents, un équant et encore plus drôle, un excentrique. C'est-à-dire qu'en fait, je la fais courte, le cercle du Soleil en fait tourne autour d'un excentrique. Bon, ça commence, c'est le délire complet, mais enfin on peut quand même s'incliner devant le génie de Ptolémée. Copernic. Alors, Copernic, il trouve deux choses en fait. On oublie toujours la première. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas vue. La Terre tourne sur elle-même. Et là, enfin, il explique l'alternance des jours et... Oui, je ne suis pas trop mal en fait, hein, vous allez voir. Et de la nuit. Et puis, comme il est accroché à cette idée de cercle, et comme ce n'est pas un cercle, c'est des ellipses, son système ne fonctionne pas. Donc il rencontre des difficultés, donc il introduit des épicycles et des déférents, comme Ptolémée. Donc c'est un système basé sur l'observation, sans aucune preuve physique, on va voir plus tard. Alors moi, c'est moi qui ai mis ça, j'adore, normalement là j'ai des oranges qui me tombent sur la tête. Au final, ce n'est qu'un changement de repère. Et en plus, son système est faux. Donc, on va aller voir le vrai génie qu'est Kepler. Kepler, en fait, je vous la fais courte aussi, il a bénéficié des observations d'un autre astronome qui s'appelait Tycho Brahe, qui était payé pour ça, en fait, voilà. Et Tycho Brahe lui demande de calculer l'orbite précise de Mars parce qu'il y avait des imprécisions. Bon, donc il bosse, il essaye de rajouter en fait des épicycles et des équants, et ça ne fonctionne toujours pas. Au bout de 6 ans, il renonce au système de Copernic et il publie 2 livres sur le nouveau système. Et ces 2 livres décrivent les trois lois de Kepler. Les 3 lois de Kepler, ce sont les lois actuelles qui sont encore en vigueur, hein, aux corrections près. Bon, je fais volontairement raccourci, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a d'autres équations dessus, mais en gros, c'est quand même ça. La loi des ellipses, les trajectoires des ellipses, la loi des aires, qui indique que la vitesse des planètes est variable, et la loi des périodes. Bon, la loi des périodes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit apparaître en fait cette notion de constante gravitationnelle dans la loi des périodes. Bon, donc le système de Kepler, le voilà, il colle parfaitement à la réalité, donc il colle parfaitement aux observations
un détail près, si j'ai le temps, on le verra après. L'objectif est atteint au prix de la destruction du système qui est cherché à perfectionner. Voilà. Donc là, moi, quand je vois ça, je me demande toujours quelle est la démarche intellectuelle qu'il a prise pour tout casser, en fait, pour changer complètement de système. Alors, un bref point sur Newton, en fait. Si j'ai un peu de temps, je passerai sur les deux autres. Newton, il émet la loi de la gravitation universelle. La loi de la gravitation universelle. Je vais faire une expérience. On va prendre ça, tiens. Voilà. Je fais une expérience de physique. Gravitation universelle, attention. Paf. Et en fait, elle est universelle parce qu'on dit, il a été demandé à Newton, mais quand Dupont il fait tomber son paletot par terre, est-ce que ça s'applique aussi à la mécanique céleste? Il a répondu oui, ça va donner une ellipse, mais je vais réfléchir, je vais bosser un peu. Donc il bosse en fait 6 ans, et il publie, je crois 6 ans après, c'est ce qu'on voit ici dans le diagramme, qu'effectivement c'était des ellipses. Et là il y a une rupture, parce qu'on passe d'un système qui est basé sur l'observation, même Kepler était basé sur l'observation, on passe à un système qui est basé enfin sur une loi de physique universelle, gravitation universelle. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Non, j'ai plus de temps, mais voilà, d'accord. Donc, carton rouge. Bon, écoutez, voilà. Merci à vous. Je sais que je parle très vite, je suis désolé, je ne pourrai jamais changer, c'est comme ça. Merci Guillaume. Merci à toi. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Ouais. J'ai une question un peu historique. C'est pourquoi il y a un trou aussi grand entre l'époque grecque et l'époque arabe. Pourquoi, au niveau romain, à part les calendriers, on ne parle pas d'astronomie? On parle de l'histoire. Écoutez, je ne sais pas répondre exactement à cette question. Je pense qu'au Moyen-Âge, ils avaient d'autres soucis que de se préoccuper d'astronomie et que le système était suffisamment précis. Mais pour être franc, je ne sais pas pourquoi cette longue période. En revanche, il y a eu un élément déclencheur, c'est que le système, en fait, la durée de l'année était mal... le système, le calendrier César, Jules César, il avait trouvé les années bissextiles, mais ce n'était pas suffisant. Vous savez qu'une année bissextile, c'est pas tous les 4 ans. D'ailleurs, non, ce n'était pas les années bissextiles. Il disait, en fait, voilà, c'est 365 jours, un quart. Or, c'est pas 365 jours, un quart. Le calcul des années bissextiles, en fait, vous savez, il y a des années, c'est tout. En fait, je ne me souviens plus exactement de la règle, mais en gros, c'est tous les 100 ans, il faut enlever un, on en remet un, enfin, c'est pas ça. Ce calcul était fou. Et on avait une énorme différence entre l'équinoxe théorique et l'équinoxe du calendrier. En gros, on avait 1 mois et demi de différence. Ça s'est apparu au XVIe siècle. Et là, c'est devenu intolérable, parce que les agriculteurs ne pouvaient plus prévoir correctement les saisons pour leurs travaux, 1, et 2, c'est greffé là-dessus un problème de l'Église catholique qui cherchait à calculer la date de Pâques. Et les catholiques ont pris en fait comme référence un système terrestre et un système lunaire, et un système terrestre. En fait, ils ont emprunté le système lunaire à la religion juive et le système solaire aux Romains. Super, sauf que, voilà, c'est une combinaison de 2 mouvements périodiques, ça est devenu très compliqué. Et il y a des papes qui se sont chargés, en fait, de recalculer le bon calendrier, et c'est le calendrier grégorien, qui est issu d'un pape, en fait, le pape Grégoire. Donc la réponse, pourquoi on a mis autant de temps
Je pense qu'on avait d'autres soucis. Et concrètement, on a une date d'arrêt par une réforme du calendrier. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans votre recherche, on ne parle pas de tout ce qui est Maya, Inca, qui ont eux aussi fait des observations par rapport au soleil, les éclipses et en particulier à la lune. Est-ce que on a aussi retrouvé des informations par rapport à ça? Parce qu'au niveau des Égyptiens, nous étant la déesse du ciel, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on a appris de par ces civilisations? On sait que on a très peu en fait d'écrits d'eux, on n'en a pas. Donc on fait des conjectures, et ma compréhension c'est que c'était des gens qui avaient déjà observé, qui avaient la connaissance des planètes, qui avaient la connaissance probablement des mouvements de rotation, ils avaient probablement la connaissance des éclipses, mais je ne sais pas plus de choses sur ce qu'ont apporté les Mayas. Ce que je sais, c'est que les Grecs se sont appuyés sur des tables égyptiennes. Quand même, ça fait quand même beaucoup de millénaires avant JC. À ma connaissance, ils ne se sont pas appuyés sur des documents mayas ou même pré-mésopotamiennes. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Non. Alors, 20 secondes. En fait, j'ai mis cette planche sur ce physicien James Bradley. En fait, le fait qu'on passe dans un instrument de repère, que ce soit les planètes qui tournent autour du Soleil, si on veut vraiment avoir l'esprit ouvert, on peut se dire, non. Même là, c'est encore un changement de repère. Et lui, en fait, il trouve une observation tout à fait intéressante. Il constate que la lumière des étoiles, en fait, en fonction de l'endroit où se trouve la Terre, il ne l'observe pas de la même façon. Je vais prendre un raccourci qui est faux, mais je vais le prendre quand même. C'est un petit peu pareil que l'effet Doppler. Quand vous avancez vers une source fixe, l'onde, elle a une caractéristique, sa fréquence n'est plus la même. Voilà. Et constate ça. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est la première confirmation expérimentale de la révolution de la Terre autour du Soleil. James Bradley, XVIIIe siècle. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup, Guillaume. Pas trop mal. Pas trop mal. Donc,